Bonjour à tout le monde et bienvenue dans notre nouvel podcast aujourd'hui avec Solène Davio. Aujourd'hui, on le fera donc, vous l'avez bien compris, en français pour une première fois. Je suis très contente de pouvoir t'accueillir, Solène, avec nous ici sur le podcast de Further. Le but, c'est d'en apprendre davantage sur qui tu es, comment tu es arrivé dans le secteur de la blockchain et quelle est ta vision également de ce secteur. Alors, pour commencer, j'aimerais te poser une question qui est très bateau, mais qui permet à tout le monde de comprendre qui tu es. Qui tu es, Solène? Peux-tu nous dire un petit peu quel est ton parcours et comment es-tu arrivée dans ce secteur de la blockchain? Très bien, donc enchantée tout le monde. Oui, moi c'est Solène Davio. Je suis rentrée dans l'écosystème il y a maintenant 5 ans et de là, aujourd'hui, je lead EarthDAO Global, donc une communauté de femmes dans le Web3 plus orientée vers le côté développeur. Et aussi, je suis à temps plein sur l'écosystème Starknet et en particulier chez Starknet ID, donc qui est le naming service de Starknet. C'est voilà entre guillemets le passeport pour pouvoir entrer dans l'écosystème Starknet. Et comment je suis arrivée vraiment dans l'écosystème, c'est par mon parcours. En fait, je viens juste de terminer mes études, pour être honnête. J'ai terminé il y a peut-être ouais, voilà, 1 an. Je suis encore très jeune. J'étais à Institut Mines Telecom Business School et en fait, j'ai un parcours plutôt orienté système d'information, donc à la fois manager et ingénieur. Hem et de là, en fait, au sein de mon école, il y avait pas mal d'associations, dont une qui était intéressante, c'était Cryptosphère. Donc je m'y suis lancée, enfin j'ai été dans cette association, au début par simple curiosité parce que, bah, on entendait beaucoup parler du Web3 et on savait pas du tout ce que c'était et finalement, j'ai commencé à pas mal, participer à des formations, à être bénévole sur des événements, et au fur et à mesure, je suis rentrée dans cet écosystème mais dans comment dire? Au sein même d'une communauté plutôt orientée builder. Donc c'est quoi les builders? C'est, les personnes qui vont construire les applications, de demain dans le milieu de la blockchain et à partir de là, j'ai fait pas mal de challenges, donc de hackathons, qui m'ont permis de comprendre plus en profondeur cet écosystème et d'en devenir tout simplement actrice. Donc j'ai pu créer, ma startup, en DeFi dans ce domaine-là. Maintenant je suis plus, enfin je suis encore cofondatrice, mais je ne suis plus à temps plein dessus. Et voilà. J'ai l'impression que tout va très vite, hein. Tu es très jeune, mais entre les études et l'intégration dans l'écosystème, ça s'est fait de Ouais. manière exponentielle. Oui, Euh, oui, de ce que j'entends, c'est vraiment, t'as eu un intérêt, la communauté a été aussi accueillante, intéressante, tu as participé aux événements, tu as pu créer ton réseau, tu as exactement. déjà pu mettre en œuvre également des compétences pour créer un projet. Et ce Ouais. premier projet, c'était quoi? Du coup, c'était, faire un DEX, donc un Decentralized Exchange, sur une nouvelle blockchain qui est Massa. Donc actuellement, c'est le DEX de référence sur l'écosystème Massa, qui est une blockchain française. Enfin, blockchain, c'est international, mais voilà, c'est les fondateurs, sont français. Ok, et ça, c'est Heu, une idée qui a été générée à travers d'un hackathon, d'un challenge? exactement. Ok. À partir de mon deuxième hackathon et à l'issue de mes premiers hackathons, j'étais un peu sceptique en mode, bah, je peux faire quoi en fait, durant un hackathon? Mais finalement, on a trouvé des bonnes idées en général, à chaque fois dans mes équipes et on s'en est toujours sortis à finir, vainqueur, des hackathons et à partir de ce moment-là, en fait, on m'a proposé, de partir faire un hackathon à Miami. Pour la première fois, en fait, c'est la première fois que je partais à l'étranger et ce qui était drôle, c'est que, bah, c'est ici que j'ai découvert EarthDAO. Parce que EarthDAO, c'est une communauté internationale et c'est une communauté de femmes développeurs et builders dans le Web3 et heu et j'étais là en mode: Ouais, je parle pas anglais, enfin, est-ce que je peux rejoindre la communauté?» Et finalement, bah, 1 an après, je me suis retrouvée à leader la communauté au niveau international, donc c'était assez, enfin, c'est assez émouvant pour moi, de faire, Félicitations. de ouais, ouais, de faire ce step, quoi. Ouais. Mmh. J'ai plusieurs questions du coup qui me viennent en tête. Pour le hackathon, on me demande souvent est-ce qu'il faut des compétences techniques ou d'autres compétences peuvent également contribuer et on peut s'inscrire.
Deuxième question, c'est que j'entends aussi, j'observe que les idées qui sont finalisées dans un hackathon ne voient pas toujours le jour par après. Est-ce que toi, tu as des astuces ou des conseils ou des feedbacks, des retours sur tes expériences par rapport à ça? Et la troisième, la troisième, c'est par rapport à Earth.io, parce que du coup, tu mentionnes que c'est né aux États-Unis, c'est ça? Non, c'est né. Ah, Enfin, la fondatrice vient de Londres. ah, ok, ok, Mais c'est international et on a des branches partout. Mais je pourrais en ok, revenir ok. juste après. Et Pas de donc, souci. et toi, tu représentes la France alors? Non, je représente le monde. Ah, le monde! Ah, voilà, ok, Oui. ok. Oui. Du coup, j'étais un peu perdue dans, Alors, dans l'organisation. avant, oui, j'ai commencé par représenter la France, donc à monter la branche française, et ensuite, je suis passée au niveau international. Super, ok, bah, super, félicitations. Bah, après, on en Merci. parlera un peu plus en détail, juste pour clôturer le côté Mm, hackathon, par rapport aux ouais. deux questions. Donc, à vrai dire, moi, par exemple, j'ai commencé purement business sur les hackathons, c'est-à-dire un peu réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un point de vue aussi produit, d'un point de vue quand on doit marketer le truc, quand on doit faire des présentations. Donc ça, c'est vraiment quand on commence en hackathon, on est vraiment un peu tous comme ça. Ok, Euh, et puis ensuite, au fur et à mesure, euh, il y a beaucoup, beaucoup de liens logiques qui se forment. Moi, de mon côté, j'ai vachement appris sur la partie écosystème et à connecter les projets entre eux pour en fait créer des meilleurs produits. Et en parallèle, je suivis des bootcamps, particulièrement ceux dans le Gun Club, où là, en fait, j'ai pu aller dans le step plus technique, donc le step en tant que développeur. Je suis pas la best, hein. Vraiment pas un développeur. Mais moi, l'importance d'avoir fait ce genre de bootcamp, c'était de comprendre comment les gens techniques fonctionnent. Parce que ouais, c'est hyper important de savoir travailler entre manager et ingénieur. Enfin, j'ai toujours eu ça, mes 5 années précédentes, j'ai toujours travaillé en projet avec des managers et des ingénieurs. Mais là, c'était différent parce qu'en fait, c'était dans le milieu du Web3, donc c'est tout un nouvel écosystème qu'on doit penser. Et donc, les bootcamps ont vraiment été un accélérateur pour ça. Et comme tu dis, effectivement, parfois en hackathon, les projets ne voient pas le jour derrière, mais c'est le but. À chaque fois, les sponsors proposent derrière les hackathons, quand les projets sont assez cool, assez efficients, ils proposent des grants, donc c'est-à-dire des subventions qui vont te permettre de construire ton projet et enfin, de l'amener à maturité. ouais, Et ça a été le cas, par exemple, pour la startup que moi j'ai montée. On a reçu une grant assez conséquente qui nous a permis de lancer finalement le projet. Et puis enfin, là, il y a une équipe, il y a cinq personnes qui sont full-time dessus. Donc ça montre en fait que à partir des hackathons, derrière, il y a des subventions. Et ces subventions-là, qui sont assez conséquentes honnêtement, te permettent en fait de vivre dans cet hmm. écosystème-là et puis d'apprendre enfin, ouais, d'apprendre et de finalement construire quelque chose de concret de ton côté. Ok. Et d'un point de vue, si on pourrait encourager plus de personnes à participer au hackathon, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je leur dirais, en fait, faut d'abord bien connaître comment dire, euh, connaître une personne qu'on a déjà fait un, Ok, tout simplement pour se rassurer et aussi pour lui dire, viens avec moi, viens dans mon équipe et on va faire tes premiers steps ensemble. C'est clairement ce que j'ai fait là dernièrement avec deux amis. Et maintenant, ils sont en train de faire un bootcamp pour apprendre à être développeur en parallèle. Et non, franchement, c'est juste connaissez quelqu'un qui a déjà fait un hackathon et qui va venir, enfin, qui va vous prendre pour pouvoir en faire un et puis vous guider. C'est hyper important d'avoir quelqu'un qui guide parce que malheureusement, actuellement, dans l'écosystème Web3, il y a énormément de ressources, il y a énormément de choses à faire et en fait, on est perdu par tout ce qu'il y a Enfin, il y a trop, trop d'informations. Donc, faut connaître quelqu'un qui sache les filtrer pour pouvoir avoir un programme plus concret à appliquer pour les gens. Donc, c'est clairement ce que je fais actuellement avec ok, RDO. ok, super. Ben justement, ça nous permet d'enchaîner sur EuRDAO et quelles sont tes responsabilités avec EuRDAO et qu'est-ce que EuRDAO apporte en tant qu'innovation, inclusivité
à l'écosystème du Web3. Yes. Donc, comme j'ai dit, on est plus focus développeur, builder. Et on est une communauté où on est plus de 3000 actuellement. Et c'est top un voire 2 des communautés de fans dans le Web3, si vous voulez l'intégrer, enfin, être intégré dans le Web3 en tant que builder. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, on fait pas mal de formations, on fait pas mal d'événements, lors des événements internationaux comme ITCC, comme Token 2049, comme DevConnect, DevCon, enfin, vraiment les événements phares. Donc, on fait à peu près 4 activations par an. Et en parallèle, on lance aussi là prochainement un une cohorte, en ligne, qui va consister à devenir développeur. Donc en Ok. fait, on a plein de partenaires éducation, enfin éducationnels, pour pouvoir parvenir à former, environ 200 personnes, pour le prochain hackathon, qui sera la DevCon, en Thaïlande. Donc c'est vraiment on y va, par, par step, mais on y va doucement mais sûrement. Et ce qui est important au sein d'RDAO, c'est qu'on se forme tous ensemble et entre femmes. Parce que c'est vrai que parfois, il y a des bootcamps, on se sent pas trop à l'aise de parler, ou dans les événements en général, on se sent pas trop à l'aise de parler avec des hommes parce qu'ils sont omniprésents. Il y en a vraiment partout. Et quand on va sur un événement, ce qui est drôle, c'est que je dis ah oui, je suis partie d'RDAO, et les gens sont là, ah, mais moi aussi. Ça, c'est Donc, sympa, hein. Ouais. ouais, c'est vraiment sympa. Et c'est pareil pour une autre communauté qui s'appelle Shify. Donc en fait, on est les deux plus grosses communautés de femmes dans le Web3. Shify qui est plus orienté marketing et RDAO qui est plus orienté développeur. Donc en fait, on se complète très bien et on fait parfois des événements ensemble, voilà, pour promouvoir la diversité dans le Web3. Ah, c'est super, mais effectivement, c'est quelque chose qui est une demande. J'ai également fait quelques événements à Bruxelles pour les femmes, mais sur demande aussi des femmes, de pouvoir avoir cet espace, comme tu dis, où elles peuvent poser leurs questions, elles peuvent s'exprimer, elles peuvent créer des liens, Ouais. qui est plus facile que si c'était dans une salle avec un ratio de 98% d'hommes. Donc, Et même ça leur ouvre des portes plus facilement parce que il y a des femmes qui sont vraiment dans des grosses entreprises ou des entreprises très très bien cotées et qui recherchent justement à recruter d'autres femmes. Donc ça permet de créer un réseau aussi comme ça. Donc, voilà. En vrai, c'est vachement cool tout ce qu'on fait. Et je pense que ça aura une belle plus-value pour comment dire, d'un point de vue genre, qu'il y ait une oui. belle parité après dans les entreprises, notamment au niveau Web3. Mais tout à fait, non, c'est super chouette parce qu'on est complémentaires également, donc c'est bien d'avoir un peu plus de femmes dans l'écosystème et en plus des builders, ça c'est encore plus rare, donc c'est la Yes. partie la Mm, plus complexe parce que comme tu dis, il y a également tout ce qui est marketing, commercial, mm, ressources humaines, etc., qui sont d'autres départements utiles, mm. mais où il y a un intérêt peut-être. Justement, en fait, actuellement, les femmes sont vachement réduites à ça. Il y a beaucoup de stéréotypes, parce que quand on débute dans le milieu du Web3, il y en a enfin, il y a des femmes qui cherchent à passer développeur Web2 à développeur Web3, mais c'est très minime. Ouais, Et il y a des femmes qui cherchent à passer directement à la partie plus marketing. Et finalement, lorsqu'on postule dans les entreprises, on nous réduit vachement à des gens qui vont que sur du marketing. Mais sauf que non, ouais. nous, on est en train de former la vague de développeurs qui rentrent dans le Web3, en fait. Et ça, les entreprises ont encore un peu de mal à le comprendre. Et du coup, votre communauté, elle est anglophone, juste? Ah non, elle est aussi, comment dire, hispanique. Ah En oui? fait, elle est tout, hein, parce que la communauté actuellement, on a à peu près 17 ou 18 CEDAW. Donc ça veut dire qu'il y en a 5 en Amérique du Sud, il y en a une aux États-Unis, il y en a 3, 4 en Europe, et il y en a 4 en Asie, donc, et ensuite 4 en Afrique. Ok, Donc, ok. le but, c'est qu'en fait, les ressources qu'on crée soient aussi dupliquées d'un point de vue local pour faciliter l'intégration. Parce que, par exemple, en Amérique du Sud, c'est hyper flagrant, hein. Anglais, rien. Vraiment, Ouais. ouais. Donc, ils sont obligés de vraiment former.
en espagnol. Et ce qui est pas plus mal en soi, parce que je crois que c'est la deuxième plus grosse langue qui est utilisée dans le monde. Et j'encourage vraiment à la création de ressources en espagnol. Oui, 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 non, mais c'est génial, c'est génial. Donc, toutes ces ressources qui sont distribuées et qui permettent d'éduquer et de transmettre l'information à travers des têtes, des ambassadeurs dans chaque région, c'est C'est bien ça. ça. Ouais, Oui. ok, super. Ok, ok. Et puis, les programmes, les cohortes, c'est en ligne alors, j'imagine. Ouais, donc là, on va lancer notre première cohorte en ligne, donc en septembre. Ok, Ça sera à partir du 23 septembre. Et en parallèle, en fait, vu qu'il y a la DevCon, donc un très gros rassemblement crypto qui aura lieu à Bangkok, en fait, en parallèle de faire ça en ligne, on fait aussi ça comment dire, en physique, en faisant des hacker house qui seront. Donc là, il y en a une déjà qui est en cours à Bali, il y en a une autre qui sera en Malaisie, une autre au Vietnam et une autre en Thaïlande juste avant la DevCon. Voilà. ok, ok, super. Donc, là, je pars demain, en fait. Ah oui, ben oui, 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 mais c'est génial. Non, non, Ouais, félicitations. Mais ouais, c'est des chouettes donc, activités de pouvoir combiner aussi le virtuel et le présentiel parce que comme tu dis, après les gens se connectent et c'est toujours plus agréable aussi de rencontrer les personnes qui font partie de la communauté avec qui tu as pu soit participer à une conférence en ligne ou à une ouais, cohorte ou autre chose ou dans le chat. Euh, carrément. Bah, c'est bête, mais par exemple, là, je suis un bootcamp en ligne et j'ai des amis qui le suivent aussi en parallèle. Mais par exemple, parfois, ça m'arrive de faire des one-to-one pour les mentorer un peu. Bah, ouais. au lieu que je fasse ça, bah, dans les hacker house, en fait, je fais ça, mais pour 30 personnes, quoi. Oui, 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 tu optimises ton temps et tes ressources. Ouais. C'est ça, ouais, 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 parce que sinon c'est épuisant sur le long terme et l'intelligence collective est bien mieux pour apprendre. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Et pour avancer un petit peu du coup sur la thématique de la blockchain, quelle est pour toi la vision de la blockchain pour l'Internet décentralisé et pour le futur d'Internet? Quel est l'impact que la blockchain pourrait avoir, peut avoir dans cette phase ici de construction, de développement et d'implémentation? Alors, comme tout le monde pense, à mon avis, euh, par exemple en Europe, la blockchain, on n'y voit pas encore les effets parce que on est assez stable d'un point de vue financier. Euh, Mhm. Après, il y a d'autres applications, mais la première application même, c'est Empower, enfin les gens d'un point de vue financier. Et là où moi je peux apporter, enfin, comment dire, où je peux apporter mon témoignage, c'est par exemple, j'étais en Argentine, donc là dernièrement, et quand on voit le taux d'inflation, waouh, on a vraiment peur. Et on pouvait pas trop retirer dans les banques. Donc en fait, nous, ce qu'on faisait, c'était vraiment juste la conversion en crypto. On faisait aussi, par exemple, je payais les barman en crypto pour pouvoir louer la salle. Enfin, c'est bête, mais en fait, tout là-bas, tout fonctionne. Enfin, c'est vraiment le, enfin, le but même, c'est que finalement, la crypto va venir remplacer les pays hein, où il y a un fort taux d'inflation. Et donc, moi, j'ai été assez surprise du taux d'adoption dans certains pays. Enfin, il y a pas que l'Argentine. Et sinon, d'un point de vue plus, moi, par exemple, je suis en France, donc enfin, je suis très stable. Mais je vais quand même venir utiliser les cryptos, déjà enfin, un peu d'un point de vue de la DeFi, mais aussi d'un point de vue où je peux venir payer en crypto dans les commerces. Donc, moi, j'utilise Gnosis, la Gnosis Card. Donc, il y a pas mal de cartes qui vont se développer. Mais c'est un moyen qui me permet, là, par exemple, de payer mes Airbnb en crypto, de payer tout ce qui est au niveau des avions, parce que je voyage beaucoup. Je les paye en crypto. Enfin, vraiment, j'utilise en fait la crypto comme moyen de, d'échange courant. Et Ok. je pense que enfin, il y a encore un beau taux de, d'adoption à avoir à ce sujet-là, mais voilà, faut savoir qu'il y a des choses qui existent et on peut vivre en fait avec les cryptos. Qui facilite du coup l'utilisation des cryptos dans la vie Ouais, c'est ça. quotidienne. Bah, en fait, il y a juste à avoir un terminal et je passe ma carte comme ça. Et hop, c'est bon.
Oui. Et en Argentine, c'est pareil, ils utilisent des cartes de crédit ou des cartes. Alors, en Argentine, non. Moi, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu de carte de crédit. Mais je pense que ça se développe parce qu'en fait, là, par exemple, actuellement, il y a un gros, gros, gros rassemblement qui s'appelle Crecimiento en Argentine où le gouvernement est impliqué. Et en fait, c'est une initiative purement Web3 pour monter les startups de demain dans ce milieu-là. Et je pense qu'ils doivent aussi travailler sur des initiatives de ce style parce qu'ils sont très ouverts à ça. Donc, moi, quand j'y étais, j'ai pas vu de carte, mais c'est possible qu'il y en ait, hein. Juste, moi, j'ai pas eu besoin de ça. Mais Ouais. du coup, toi, tu disais qu'ils utilisent la crypto de manière quotidienne due à l'inflation dans leur pays, qui les a un peu contraints de trouver des paiements alternatifs. Mais eux, ils Ouais. l'utilisent comment alors? Moi, quand je payais, c'était avec le wallet. Ah, ok, ok. Juste transférer, il me donne son adresse et Ah, tac. ok, ok. Donc c'est quand même, oui, ok, ok, à la base, Ouais. quoi. Ok, ok, Ouais. ok, d'accord. Ouais, Parce que après, à voir si c'est. Enfin, il faudrait que je parle encore avec des personnes peut-être là-bas, mais peut-être qu'ils ont une carte de crédit ou quelque chose comme ça. Mais là-bas, quand je faisais des transactions, c'était purement avec le wallet. ok, d'accord, d'accord, super. D'ailleurs, tu parles donc de cette initiative Crecimiento en Argentine. Et j'ai une autre question, c'est pour rester informé des initiatives, des projets qui se lancent, etc., est-ce que tu as des conseils à donner sur des sources à suivre? Yes. Alors, moi, d'un point de vue. euh, Enfin, après, c'est parce que je suis builder. Mhm. Mais par exemple, LinkedIn, c'est bien pour onboarder les gens. Ouais. Mais j'ai lâché LinkedIn. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est sur Twitter. Vraiment Mhm. tout. Moi, je suis des comptes qui me permettent en fait, de suivre l'actualité en direct que sur Twitter. Ok, Ensuite, parfois, je vais sur des articles, mais basiquement, je suis plus sur Twitter. ok. Ou soit regarder des tutos sur YouTube, mais voilà. Ok, plutôt Twitter et puis toutes les activités Ouais, annexes. Telegram aussi, hein. Je suis toujours sur Telegram, toujours connectée. Mais là, c'est plus comme système de messagerie plutôt que comme système d'information. Même s'il y a parfois, on peut s'abonner à des petits trucs Ouais. sur Telegram pour avoir quelques informations en mode daily news. Mais sinon, non, vraiment que Twitter. Ok, ok, d'accord. Bah, Après, faut c'est... savoir filtrer les informations, suivre les bonnes personnes, parce qu'il y a Oui. pas mal de problèmes aussi. Mais il faut avoir un esprit critique. Voilà. T'as une personne, un compte que tu recommanderais? Bah, moi, après, c'est que je suis très focus Starknet, donc j'ai pas mal sur ça. Mais sinon, d'un point de vue éducation, il y a Patrice Colline, il y a Nadir, il y a Camilla. Il y a pas mal de. Enfin, je suis pas mal de developer relation parce que je suis orientée vers la partie builder, développeur. Euh, donc, plus éducation. Donc, moi, je dirais, ouais, ces personnes-là. Ok, super, bah, c'est noté. Merci pour le public. Comme dernière question, j'aimerais te demander quelles sont tes ambitions dans l'écosystème? Ouais. Bah, j'aspire à devenir developer relation, donc à éduquer enfin, de façon massive à mon échelle. Euh, Moi, c'est plus ça. Euh, Ensuite, on me demande parfois si je vais créer ma propre fondation. Euh, c'est pas dans mes objectifs actuellement. On me demande aussi si je vais recréer une autre startup. C'est pas dans mes objectifs actuellement. Franchement, je sais pas, par exemple, où je serai dans 10 ans. Parce que, comme tu peux le voir, je pense que ma vie, euh, ma vie est, comment dire, très, très dynamique. Oui, Donc, c'est-à-dire qu'à tout moment, quelque chose peut me permettre de faire d'autres choses, mais genre de fausses. Enfin, oui. c'est un peu le bazar. Ouais, j'ai beaucoup de choses à gérer déjà. Euh, Mais maintenant, le focus, c'est Earthdao, juste qui tourne, que tu leads et que tu crées des opportunités pour le réseau et ouais, que tu crées des ressources, tu crées des opportunités et c'est à travers ouais. le C'est ça. développement exponentiel. C'est ça, ouais. Bah là, j'ai pas mal de choses à faire effectivement par rapport à Earthdao. Après, j'ai aussi mon full-time job à côté parce qu'il faut savoir que Earthdao, bah, c'est bénévole. Donc, Ouais. c'est beaucoup, beaucoup d'implications. Euh, mais, euh, Donc, mais tu as un ouais. full-time job en plus. Mm. Ah oui, quand même. Ouais. En vrai, je pense que par semaine, là, enfin, dernièrement, ça allait.
mais je pense que je fais facile 60-70 heures par semaine. Ouais. Oui, oui. Mais est-ce que le Mm. but, ce serait de te dédier complètement à l'écosystème dans le futur? Bah, c'est pour ça qu'on me demande est-ce que à la fin je vais finir par créer ma propre fondation euh, et, arrêter toutes mes activités à côté et puis me consacrer pleinement à l'éducation. Donc ça c'est une question qu'on me pose. La réponse actuellement c'est je sais pas parce que je suis jeune encore donc j'ai besoin de stabilité. Euh, ouais. Oui, et puis parfois on a à un moment donné une idée qui vient où c'est clair et on se dit, ah oui, c'est ça en fait que je veux mettre en place. Et puis tu le mets en place et ça a du sens en fait, mais tant que tu n'es pas sur le chemin à cette idée-là, bah, tu Mm. continues comme tu es en train de faire et c'est très Ouais, bien. c'est ça. Ouais. Mm. Elle Mm. arrivera grâce à une rencontre, grâce à une lecture, grâce à quelque chose qui va stimuler Ouais, l'idée et qui va c'est te ça. permettre Ouais. de prendre ton chemin. Ouais, j'ai pas d'avenir focus pour le moment. Je vis avec les opportunités que j'ai, puis je verrai après. Voilà. Je crois que c'est la meilleure stratégie, hein, de vivre Ah dans le ouais, présent et d'exploiter le présent comme il se présente. Donc, ouais. Non, c'est... on m'a toujours dit, j'ai toujours su bien saisir les opportunités, comprendre en fait comment la réalité fonctionne. Par exemple, quand j'étais à l'école, les gens allaient en cours. Ok, va en cours si tu veux. Enfin, en vrai, je vais pas leur dire ne va pas en cours, mais euh, je pense qu'en fait, on était dans un environnement, c'était à côté de Paris, on avait une soixantaine d'associations, on pouvait s'investir comme on voulait. Donc moi, j'ai eu la chance d'être présidente d'une association d'ailleurs. Et en fait, j'y ai consacré énormément de temps, mais en fait, ça m'a 10 fois plus apporté que aller simplement en cours. Et puis même, ce qui était drôle, c'est que quand j'allais en cours, moi, c'était des choses que j'avais déjà fait auparavant, donc j'allais pas aller retourner en cours pour apprendre ce que j'avais déjà fait. Donc j'ai juste optimisé mon temps et c'est vraiment le truc que je pourrais dire aux gens, c'est juste optimiser votre temps à faire des choses qui vous intéressent, quoi. Mais je ne pourrais pas dire mieux. Je ne pourrais pas dire mieux pour également travailler sur le développement d'activités personnelles, projet pro. Mm, C'est une des caractéristiques qui est pas évidente à gérer quand on a beaucoup de choses, quand on est responsable de tout le spectre. Mais mm, effectivement, se rappeler de contribuer ses ressources et son temps aux choses qui nous passionnent, c'est mm. l'essentiel en fait. Bien sûr, ouais. Et de recadrer à chaque fois, de se remettre sur ce chemin-là, parce qu'on peut vite être débordé par plein d'autres choses. Mm. Euh, donc, je pourrais pas dire mieux. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Solène, pour cette chouette intervention que tu nous as accordée aujourd'hui. Je suis vraiment ravie d'avoir fait ta connaissance et d'avoir pu connaître un peu mieux Heure DAO, Mm. ce que vous faites. Et je vous souhaite plein de succès dans vos activités. Au plaisir de rester en contact. Et oui, je vous regarderai continuer à évoluer. Yes, top. Bah, merci beaucoup pour cette interview aussi chouette, passionnante et j'espère inspirante pour les gens qui vont l'écouter. Eh ben, merci beaucoup, Solène, et merci à tout le monde de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Merci. Merci.